droit. Mon corps, c'est moi, et je décide. Mon corps, c'est moi, et je décide. Pour l'adoption, 780. « 50 ans après la loi Veil, la France est le premier pays à faire entrer la liberté de recourir à l'IVG dans sa constitution. Cette attente, cet espoir, je les ai partagés. Comme toutes, j'ai ressenti une immense joie. Mais pourquoi, au fond de moi, quelque chose grince ? Sûrement parce que j'ai avorté, et que je sais. Je sais que les lois ne suffisent pas à garantir un droit. Je sais que la honte et le tabou sont des forces bien plus entravantes que la loi. Que la solitude et la culpabilité sont plus traumatisantes que l'acte d'avorter. Parce que l'histoire et le contexte actuel m'imposent la méfiance. Protéger la vie n'est pas un délit. Protéger la vie n'est pas un délit. Selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, le sexisme ne recule pas en France. Bien au contraire. Quand les droits des femmes progressent, les voix des forces opposées se déchaînent. Jusqu'à infuser aujourd'hui les plus jeunes générations. Ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu alors hier ? Ouais. Que l'IVG est rentré définitivement dans la Constitution. Et alors pourquoi ? C'est exactement ça qui s'est passé hier. L'IVG est rentré dans la Constitution en France. Pourquoi déjà on a légalisé l'IVG en 75 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça c'était la première question. Et on va continuer après sur le terme qui a évolué. Ouais. Il me semble que c'était parce qu'il n'y avait pas de recours possible légal pour certaines femmes. Bien elles avortaient clandestinement. Et il y avait des risques pour la santé. Alors, c'est terrible en 2024 de se remémorer ça. Ces élèves ont de la chance. En France, la loi prévoit 3 séances d'éducation sexuelle par an, de l'école au lycée. Faute de moyens et de volonté politique, elle n'est que rarement appliquée. Et pourtant, ces cours sont essentiels pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes. Delphine est sage-femme, et à côté de son travail à l'hôpital, elle se rend dans des lycées parisiens pour permettre aux jeunes d'aborder sereinement leur vie affective. Comment ça se passait concrètement, une IVG clandestine ? Elles avortaient avec un cintre ? On prenait ce qu'on avait sous la main, cintre, aiguille à tricoter. On imagine les conséquences pour la santé des femmes. Et en effet, il y avait des femmes qui mouraient d'IVG clandestine. Alors, encore une fois, c'est terrible de se remémorer ça en 2024, mais on a un devoir de mémoire parce que concrètement, c'est comme ça que ça se passait. Et c'est comme ça que ça se passe aussi dans les pays où c'est pas légal encore en 2024. Il y a des femmes qui meurent d'avortements clandestins dans le monde tous les jours. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ? L'histoire a retenu des noms. Elle a retenu Simone de Beauvoir avec le manifeste des 343. Elle a retenu Gisèle Halimi avec les procès de Bobigny en 1972 et Simone Veil avec son beau combat à l'Assemblée nationale. Et entre Halimi et Simone Veil, il y a eu le MLAC. Là, je suis en train d'ouvrir une boîte stérile où il y a les spéculums et les pinces. Voilà, d'ouvrir la boîte des spéculums. Anne doit être en train de faire un toucher. Le MLAC est né à une époque où certains médecins ne supportaient plus de voir mourir les femmes mutilées par leur avortement. En toute illégalité, ils vont former la société civile à une nouvelle méthode révolutionnaire,
la méthode par aspiration. D'abord, une piqûre d'atropine. Alors que l'IVG était toujours considéré comme un crime en France, des femmes comme Annie et Brigitte se sont mises à avorter d'autres femmes. Elles ont alors acquis un pouvoir incroyable, celui de savoir, celui de décider. Partout en France, la demande est si forte que les permanences du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception se déplacent dans les lieux publics, aux yeux de tous. C'est cette désobéissance civile qui a permis la loi Veil. Voilà peut-être pourquoi l'histoire n'a pas retenu le nom du MLAC. Mais tous ces gens qui se sont engagés très spontanément, quand on a eu la loi Veil, qui est une loi pourtant très insatisfaisante, se sont démobilisés assez spontanément aussi. On n'est resté pas très nombreux pour imposer que l'hôpital se mette à pratiquer des avortements. Il faut se rendre compte qu'après la loi Veil, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de centre d'IVG. C'était les maternités qui devaient assumer ça, mais les patrons des maternités ne connaissaient rien à l'avortement. La méthode que connaissaient les hôpitaux, c'était le curetage, et pas les méthodes par aspiration. Donc il fallait faire pression pour qu'ils commandent des aspirateurs, pour qu'ils se forment. C'est la valise qu'on emmenait chaque fois qu'on allait pratiquer des avortements. Ce qu'on faisait quand même était illégal, même si c'était légitime. Donc on avait une sécurité où le docteur Boutin nous avait dit vous n'avez qu'à inscrire que cette valise m'appartient. Voilà. Et donc il y a écrit « Ce matériel appartient au docteur Pierre Boutin, maternité des Lilas ». Quand nous pratiquions des avortements au MLAC Place des Fêtes, on était une quinzaine. Il y en a 3 qui avaient appris avant la loi et qui ont formé les autres. On travaillait en étroite collaboration avec les médecins de la maternité des Lilas. On était tout à côté. Quand une femme choisissait un avortement avec anesthésie, on les accompagnait, on restait avec elle pendant l'anesthésie. Il y avait un médecin, Pierre Boutin, quand il recevait, à titre complètement professionnel, une femme et qu'elle choisissait d'avorter sans anesthésie, alors Pierre leur disait « Allez plutôt voir les femmes du MLAC Place des Fêtes. Parce que la manière dont vous allez y être accueillis et accompagnés, jamais l'hôpital ne pourra le faire. » Et ça, qui est le cœur du sujet, il y a donc un bocal sur lequel sont branchés 2 tuyaux, un tuyau relié à la canule et un tuyau relié à cette pompe à vélo inversée qui nous sert à faire le vide dans ce bocal. Donc on clampe et à un moment, on va entendre le petit bruit, déclamper et ça aspire. Et c'est ça la méthode par aspiration, c'est-à-dire que d'abord on décolle les membranes qui sont très fines et très légères à l'intérieur de l'utérus et à un moment, par les encoches de la canule, on aspire le contenu qui va arriver dans le bocal. Lorsque j'ai avorté, je n'avais jamais entendu parler de l'histoire d'Annie et de Brigitte, celle d'un savoir-faire retiré aux femmes lors de la légalisation. Moi, pour avorter, on m'a donné des médicaments. Ces petites pilules qui provoquent des contractions, jusqu'à la fausse couche. Seule chez moi, j'ai souffert. Et j'ai trouvé ça normal. Que s'est-il passé en un demi-siècle pour que nos avortements soient si douloureux? Derrière ce droit de façade, quelle réalité? Quelles histoires pour les femmes qui avortent en 2024? Au moment de la loi Veil, on a médicalisé l'avortement, donc les sages-femmes sont sorties de la prise en charge des femmes, et puis petit à petit on y revient, c'est positif, parce que souvent c'est ce qu'on dit, c'est les mêmes femmes qui vont à la maternité et qui vont au planning familial. Dans la tête de certaines personnes, il y a les femmes qui vont accoucher et puis les femmes qui viennent faire une IVG. Non, c'est les mêmes, c'est juste qu'on est à des parcours de vie différents, donc ça a vraiment du sens que la sage-femme prenne en charge globalement ces parcours de vie. Depuis 10 ans, Delphine est la figure de proue de la lutte qui a permis aux sages-femmes de s'emparer de cette pratique. L'avortement par aspiration. Le décret d'avril 2024 les autorise à le faire à l'hôpital, dans les mêmes conditions que les médecins et les gynécologues. L'accouchement, c'est plus un risque médical que l'IVG, les délivrances artificielles, les sutures de périnée. Donc c'est clairement un geste qu'il faut apprendre, mais c'est un geste qui est possible au vu de notre champ de compétences. On y va, c'est parti.
Les femmes qui viennent nous voir se sentent coupables, elles ont honte d'être là. Donc on leur dit, hein, c'est pas mal madame ce que vous êtes en train de faire, c'est légal depuis 1975. Et puis maintenant on peut leur dire, et c'est inscrit dans la Constitution. Pourquoi on a augmenté le terme légal de 14 à 16 semaines d'aménorrhée? Parce que nos concitoyennes qui étaient sur ces termes-là, elles partaient à l'étranger faire l'IVG. Donc c'est quand même pas rien. Quand on regarde les chiffres, c'est que le nombre de grossesses non souhaitées a diminué. Donc il ne s'est pas rien passé quand même. Par contre, à l'heure actuelle, quand on est confronté à une grossesse non souhaitée, on a plus recours à une IVG qu'il y a 30 ans, par exemple. Donc on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. C'est même plutôt positif. Une grossesse désirée est quelque chose de positif. Et l'avortement, pas toujours un drame. Il peut être une libération, une façon de fonder la famille que l'on désire, au bon moment. De tout temps, les femmes ont cherché à contrôler leur fertilité. Depuis toujours et partout, elles avortent. Mais la religion et la médecine ont fait du fœtus un être autonome. Et du corps des femmes, une histoire d'homme, avant de devenir une histoire d'État. Je suis allée rencontrer celles qui ont vécu la même expérience que moi, celles qui ne regrettent pas, mais qui ont ressenti dans leur chair toute la complexité de cet héritage. Ma mère m'avait toujours dit quand j'étais petite, si un jour il se passe quelque chose, je peux être la première au courant, il n'y a aucun problème avec ça, c'est pas un tabou, t'as le droit, c'est pas grave, etc. Sauf que par pudeur, j'ai gardé ça pour moi pendant des années. Quand je l'ai su vraiment, j'ai commencé à avoir un ventre qui a commencé à ressortir, des seins qui commençaient à ressortir et surtout des nausées énormes. Et je ne m'attendais pas à ça, parce que pour le coup, non, t'es là, tu veux avorter, et en fait, t'as des symptômes de grossesse qui arrivent, t'as des nausées le matin et tout. Ce qui a amplifié chez moi l'envie de me dire, je veux que ça se passe hyper rapidement, parce que en fait, cet état-là, je veux pas cet enfant, et donc cet état-là, je veux qu'il parte aussi rapidement, tout ça. Et il me semble que dans la semaine, j'ai eu mon premier rendez-vous à la maternité des Bleuets. Là, on m'a laissé le choix de si je voulais le faire en médicamenteux ou en aspiration. Pareil, j'ai pris mon choix par rapport aux avis de mes copines, mais j'ai beaucoup qui l'ont fait en médicamenteux et ça s'était très mal passé. Et du coup, j'ai fait le choix de le faire par aspiration. Et là, je suis prise en charge par des infirmières qui sont extraordinaires. Elles m'expliquent comment tout va se passer. Et en fait, je stressais énormément, je tremblais, j'arrivais pas à me décontracter et tout. Et elles m'ont parlé comme si c'était ma maman qui me parlait. Elles me faisaient des massages un peu là aux épaules. Vraiment, elles ont été présentes, c'était plus que des infirmières, vraiment pour le coup. Elles m'ont soutenue et moralement aussi, elles me disaient ça va aller, etc. Et je pense que sans ces dames-là, à ce moment-là, je l'aurais pas vécu de la même manière. Zéro regret. Si j'ai le choix revenait à moi aujourd'hui, je referais le même choix, dans la même maternité, avec les mêmes encadrants, les mêmes accompagnants que j'ai eus. J'ai eu une expérience qui, pour le coup, s'est globalement bien passée. Donc j'ai eu de la chance dans ce malheur. Moi aussi, j'aurais aimé être prise en charge comme Magdalena. Ici, à cheval entre la maternité des Bleuets et celle de l'hôpital Trousseau, un espace est entièrement dédié à l'orthogénie, c'est-à-dire à la régulation des naissances, pour que les femmes souhaitant avorter soient accueillies en dehors des maternités. Le lieu est dirigé par un homme gynécologue. Ce qui m'a fait avoir envie de faire ce métier-là, c'est de faire des accouchements, des césariennes, de mettre au monde des enfants. Voilà, c'est ça ce qui a été mon premier flash. Je voulais faire de la chirurgie aussi, et donc j'ai fait mon internat, j'ai fait mon clinica. Internat et clinica où j'ai quasiment jamais été confronté à des femmes en demande d'avortement, parce que c'est quelque chose qui était vraiment fait à part, qui n'est pas du tout intégré dans les services, tout du moins à l'époque. La seule chose qu'on faisait, c'était les avortements, c'est-à-dire les aspirations au bloc chez des femmes qu'on ne connaissait pas, qui étaient endormies. C'était vraiment,
la tâche ingrate qu'on se refilait entre collègues, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était aller opérer, aller au bloc, etc. Et puis un jour, le chef de service de l'époque est venu me voir en me disant « J'ai un poste si vous voulez rester à l'hôpital ». Je lui ai dit « Bah oui, c'est formidable ». Et j'y suis allé, comme on peut y aller quand on n'a pas envie de faire quelque chose, comme on peut y aller quand on est un homme et qu'on ne soit absolument pas concerné par ce genre de problème, on va dire, de problématique. Donc avec une tendance un peu culpabilisante, avec des discours contraceptifs marqués, en leur réimposant des contraceptifs, etc. Enfin, en faisant en fait finalement tout l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. Puis après, avec ma pratique, j'ai compris que ce que je faisais au départ, c'était très nul, et puis j'essayais de faire mieux, et j'essayais de faire de mieux en mieux, parce que c'était ça qu'il fallait faire. Très rapide, puis après ça diminue très lentement. C'est en écoutant les femmes et leur vécu que cet homme a évolué. Que de gynécologue, il est devenu militant. Aujourd'hui, il forme ses futurs homologues d'Île-de-France. Des cours axés sur l'accompagnement de la femme. À ses côtés, Sophie Godu, gynécologue également, figure militante du combat pour l'avortement. Avant de faire une écho, on pourrait examiner la dame. Voilà. Bon, vous ne savez pas travailler sans écho, donc vous faites une écho. En fait, vous allez faire un geste, mais l'indication n'est pas portée ni par vous, ni par un confrère ou une consoeur, il est porté par la femme. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes un prestataire de service au sens littéral et honorable du mot. C'est-à-dire que vous ne portez pas l'indication, d'ailleurs on ne vous demande pas votre avis, hein. C'est la dame qui dit « moi j'ai besoin de ce soin, mais il n'y a que vous qui pouvez le faire ». Pas de questions ? Maintenant, ce qu'on essaie de faire passer aux jeunes internes en médecine et internes en gynéco, c'est que faire un avortement, ça fait partie des soins qu'on doit qu'on doit proposer à une femme quand on veut être gynécologue obstétricien. On ne peut pas se dire on va les accoucher, on va faire du diagnostic prénatal, on va les opérer, on va leur enlever l'utérus, on va leur faire de la PMA, mais on ne va pas les avorter. Alors que ça touche une femme sur 3, que ça fait partie de leur vie. Les femmes qui avortent sont souvent considérées comme des déviantes par rapport à cette norme qui doit imposer finalement dans la vie d'une femme de 14 à 50 ans d'avoir une contraception parfaite, de n'avoir le droit à aucun échec, à aucune erreur. Il n'y a pas d'un côté la contraception bienfaisante, merveilleuse, magnifique, souhaitée, adorée par toutes les femmes, et de l'autre côté l'avortement dramatique, qu'il faut éviter à tout prix, qui est un drame pour la vie des femmes, etc. C'est juste deux méthodes qui doivent cheminer côte à côte, ensemble. J'ai le sentiment que le droit à l'IVG ne repose que sur une poignée de personnes convaincues. Le nombre de médecins et de gynécologues de ville qui pratiquent l'IVG est infime, moins de 5%. Et en près de 50 ans, 3/4 des maternités ont disparu. Pourquoi une telle situation ? Même celle des Lilas, lieu historique de la lutte pour l'avortement, est aujourd'hui menacée. Je pars écouter les équipes de son centre d'orthogénie pour mieux comprendre la réalité du terrain. L'ARS met en avant la question budgétaire. Nous, on ne nie pas la question budgétaire, mais la réalité, c'est qu'une maternité, par définition, elle est déficitaire. Toutes les maternités de France sont déficitaires. Depuis qu'on est passé à la T2A, c'est-à-dire au paiement sur les actes, ça a changé les choses. Donc c'est un peu une lutte avec l'ARS qui nous dit « vous coûtez cher », comme si, j'aime cette expression « vous coûtez cher », comme si c'était nous qui coûtions cher, alors que c'est la politique de santé et les choix qu'ont fait les différents gouvernements, avec notamment la mise en place de la T2A, qui fait que les services hospitaliers aujourd'hui sont déficitaires. Ça fait 15 ans qu'on se bat pour sauver cette maternité et a priori on réussit puisqu'on est toujours là, mais on ne sait jamais jusqu'à quand, c'est-à-dire qu'on vit avec une épée de Damoclès. C'est difficile de monter des projets, c'est difficile de se projeter et pourtant vous avez cette équipe qui tient le coup et qui continue de se battre. Mener une lutte pour sauver une maternité, ça veut dire je fais mon boulot et après je lutte. Chaque fois qu'une maternité ferme,
son centre IVG disparaît lui aussi. Le centre d'IVG qui offre aux femmes la possibilité de faire des IVG selon toutes les méthodes possibles, c'est-à-dire anesthésie locale, anesthésie générale et méthodes médicamenteuses, est dirigé par un médecin, le docteur Karim Sissala, et composé également d'une sage-femme, d'une conseillère conjugale et d'une psychologue. On reçoit ici des patientes qui, des fois, ont un cheminement, mais elles arrivent de 2 ans là, vous dites, mais pourquoi vous êtes retrouvés ici à faire votre demande d'interruption de grossesse? Ben parce qu'elles étaient au fin fond de la Seine-et-Marne, du 94, du 95, qui arrivent, et on se dit, mais pourquoi vous êtes venus jusqu'à la maternité des Lilas quand je vois où c'est que... Vous savez, ben parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'on nous a dit que c'était pas possible. Et le plus grave encore, c'est de recevoir des jeunes filles mineures, qui ont fait tout un parcours et qui se sont retrouvés à des termes avancés. Et certains s'en disent maintenant, eh ben, on ne peut plus vous prendre en charge parce que vous êtes à 12 semaines, on ne va pas au-delà de 12 semaines. En reprenant avec les patientes le parcours qu'elles ont eu, on peut se dire, non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'a fait le médecin? Pourquoi l'a-t-il laissé comme ça dans la nature? Pourquoi on lui a fait entendre l'échographie? Pourquoi on lui a montré les images? Pourquoi il y a plein de pourquoi? Pourquoi vous avortez, madame? C'est ce que j'ai entendu dans la bouche d'un gynécologue. Même si j'ai ressenti dans ma chair la violence de cette question, sur le moment, je n'ai pas compris qu'elle était inopportune, voire hostile. C'est souvent en confrontant nos vécus que l'on prend la mesure de ce que l'on a subi. Quand j'ai commencé mon enquête, mon amie Justine a elle aussi tenu à me partager son histoire. Le jour où ces règles n'arrivent pas, je fais un test de grossesse. Et le résultat est positif. Et c'est de la stupeur. Ouais, une interrogation, enfin de la stupéfaction en fait, parce qu'avec toutes les précautions qu'on avait prises, je comprends pas comment est-ce que ça a pu être possible. Et puis surtout, ce que je ressens, c'est le mot non qui s'affiche presque sur ma rétine, quoi, qui est gravé sur ma rétine. Je me dis, ce n'est pas possible, pas avec lui. Évidemment, j'en parle à mes copines, à ma sœur aussi. J'en parle pas à mes parents, je sais pas, c'est quelque chose dont j'ai un peu honte. Et la panique commence vraiment à s'emparer de moi en me disant, mais à combien de semaines j'en suis? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va advenir de moi? Je ne peux pas avoir cet enfant. Je me sentais comme une enfant moi aussi à l'époque, je me souviens. Et puis le temps passe, l'angoisse elle monte. On trouve l'hôpital, c'est encore des tonnes de rendez-vous, des tonnes de prises de sang. C'est le scepticisme des médecins aussi. Quand on explique ce qui s'est passé, quand on dit « mais si, je me suis protégée », on a l'impression d'être une gourgandine, quoi, une écervelée, on n'est pas prise au sérieux. Voilà, comme si j'étais irresponsable, et c'est intolérable en fait, ce sentiment-là. Mais le pouvoir médical est quelque chose d'énorme. Et quand il s'applique à des patients, à des patientes, surtout à des patientes en situation de fragilité comme les femmes qui sont confrontées à une grossesse non prévue, qui sont dans la culpabilité, ça peut être dévastateur. Et d'ailleurs, souvent, ce qui peut rendre les femmes malheureuses après un avortement, c'est la façon avec laquelle elles sont accueillies. Et si on les accueille vraiment en les méprisant, en leur imposant des choses, en ne les écoutant pas, eh bien, je pense qu'elles auront un très très mauvais souvenir de leur avortement, beaucoup plus que le fait d'avoir avorté. C'est surtout comment on les a traités, comment on les a regardés, comment on les a jugés, et finalement c'est ça le plus important. Donc je retourne chez mon médecin, il voit les échographies, on évalue le nombre de semaines, et il me propose les différentes options. Si vous allez à l'hôpital, c'est anesthésie générale, c'est plus lourd, médicamenteux, c'est plus léger. Voilà, vous n'aurez pas mal de toute façon. Dans les deux cas, vous ne souffrirez pas, mais médicamenteux, c'est ce qui est le plus pris par les femmes.
Évidemment, moi, la question se pose pas, quoi. J'opte pour ça. Le médicamenteux, c'est super parce que du coup, ça peut être fait par la sage-femme du quartier, de Libéral, ça peut être fait par le médecin généraliste. Donc, ça crée une proximité qui est intéressante pour les femmes qui veulent pas venir à l'hôpital, qui sont dans les délais pour l'IVG médicamenteuse. Enfin, oui, c'est très positif, mais il faut s'assurer qu'on garde une offre de soins à l'IVG instrumentale. Il faut vraiment veiller à ce que ce soit un choix et pas une question de c'est plus pratique dans l'organisation de l'hôpital, parce qu'on a aussi le fait que dans certains hôpitaux, quand on vous dit ce sera une IVG médicamenteuse, c'est parce qu'effectivement, il n'y a personne qui, dans l'hôpital, ne veut faire des IVG instrumentales. Le médicamenteux, en fait, on ne me l'avait pas dit, c'est des hémorragies pendant des semaines. Moi, ça a duré au moins un mois, je pense. J'aurais peut-être pu appeler mon gynécologue, je ne l'ai pas fait. Je m'étais dit, j'ai avorté, je saigne. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme une sorte de pénitence. Je ne savais pas qu'on pouvait avorter de manière aussi simple, par aspiration. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur mon propre avortement, en me disant ah ouais, en fait j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. Il y a une clause de conscience générale dans tous les actes médicaux. On ne peut pas obliger un médecin à faire un acte qu'il n'a pas envie de faire, quel qu'il soit. Et il y en a une spécifique introduite dans la loi sur l'avortement, ce qui fait qu'il existe une double clause de conscience. En fait, l'IVG, ça veut dire qu'ils ont 2 fois le droit, légalement, de dire non. C'est donc un renforcement, et même à la limite, ils n'ont même pas le droit de donner d'explication. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire d'IVG, c'est comme ça. J'ai rarement rencontré des professionnels qui appliquaient la clause de conscience vraiment pour des raisons purement religieuses. Mais la clause de conscience, c'est quand même bien pratique quand on ne veut pas s'occuper d'avortement. Pour un médecin, l'avortement n'est pas souhaitable pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il est mal payé. La cotation de l'avortement est basse, elle vient d'être un peu rehaussée, mais elle reste basse. C'est moins payé qu'une fausse couche, par exemple. Scientifiquement, parce que ça fait partie de la carrière d'un médecin, d'écrire des articles, parce que c'est comme ça qu'on progresse dans l'univers universitaire et scientifique. Mais la pratique d'un avortement aujourd'hui, c'est une aspiration. Une aspiration, j'en ai pratiqué, tout le monde peut en pratiquer, c'est un geste avec assez peu de technicité et sur lesquels on n'écrit pas d'article. Et troisièmement, ce sont les femmes qui décident. Et ça, le corps médical a toujours la même réticence à accepter le fait que ce soit le patient qui dise ce qu'il faut qu'on lui fasse, quelles sont ses attentes, quelles sont ses demandes, et encore plus quand ce sont des femmes. Mon corps, c'est moi, et je décide. Clause de conscience. Quel nom étrange pour parler d'un refus de soins. On ne m'a jamais dit non, frontalement. Mais un médecin a refusé de me donner la pilule abortive, prétextant qu'il ne voyait rien à l'échographie. En menant mon enquête, je comprends avoir été entravée dans mon choix, entravée dans mon droit. Auparavant, tous les médecins de la maternité pratiquaient les IVG. Et puis, c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens qui s'étaient engagés même avant la mise en place de la loi. Il se trouve qu'il y a un renouvellement, ces personnes sont parties à la retraite et de nouveaux médecins sont arrivés. Et il se trouve que dans ces médecins plus jeunes, on a beaucoup de médecins qui mettent en avant la clause de conscience, dont le chef de service. Pour moi, qui suis ici depuis 30 ans, c'était impensable. J'ai jamais imaginé qu'au sein de la maternité des Lilas, on pourrait avoir une structure aussi militante que la nôtre, aussi repérée que la nôtre, avec beaucoup de personnel très très engagé et très militant, qu'on puisse avoir un chef de service qui ne pratique pas les IVG. Ceci étant, elle a été très claire aussi lors de son embauche, et je pense que le chef de service du centre d'orthogénie pourra en parler avec vous, mais elle ne pratique pas, mais pour autant, elle n'entraverait pas et elle aiderait. Mais quand on a un centre qui repose principalement
sur un seul médecin. Vous voyez, prochainement, le docteur Sisalak doit partir en vacances. La question, c'est comment on va combler l'absence du docteur Sisalak. Et c'est une question qui est à l'ordre du jour, alors que, on pensait, à partir du moment où la loi est en place, les mentalités allaient évoluer, mais on se rend compte que c'est un combat perpétuel, la question de l'interruption volontaire de grossesse. En tout cas, pour nous, c'est une vraie régression. C'est le signe d'une régression. Aucune étude n'a jamais été menée en France sur l'étendue de la clause de conscience et de ses conséquences sur l'accès à l'IVG. Ce que l'on sait, c'est que l'Ordre des médecins, ainsi que le Collège national des gynécologues et obstétriciens, s'opposent à sa suppression. Ce refus de soins est pourtant visible à un indicateur, la part d'IVG médicamenteuse. En 20 ans, le ratio entre IVG instrumentale et IVG médicamenteuse s'est inversé. Les recommandations de la Haute Autorité de la Santé sont pourtant claires. Après 9 semaines d'aménorrhée, soit 7 semaines de grossesse, c'est l'IVG par aspiration qui est préconisée. Pourtant, je découvre que dans certains hôpitaux, partout en France, la part d'IVG médicamenteuse dépasse les 80%. Parfois même, elle atteint les 100%. Sur les sites de certains hôpitaux publics, la méthode médicamenteuse est clairement recommandée, quel que soit le terme. Les femmes avorteraient donc par expulsion à des délais de grossesse si avancés. À 6 semaines de grossesse, je me souviens déjà d'une grande souffrance. Alors qu'en est-il de nos douleurs, de nos vécus ? Une chose est sûre, nous n'avons pas toujours le choix. En France, les seules enquêtes existantes sur l'accès à l'IVG sont réalisées en région, par les plannings familiaux. La plus récente en la matière est celle qui a été faite dans les Hauts-de-France. Je décide de m'y rendre. Véronique est l'ancienne coprésidente du planning familial. Cette militante chapeaute désormais la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, elle a réuni les différents acteurs de l'IVG de son territoire. À l'ordre du jour, interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés d'accès, toujours présentes. On a eu la surprise d'avoir le préfet qui annonce sa visite, ce qui nous a permis de faire un peu un état des lieux de l'IVG sur le territoire, lui communiquer l'étude telle qu'on avait pu la faire sur les Hauts-de-France et dire que quand même pour nous c'était important que cette politique de santé sur les territoires intègre clairement la question de la santé sexuelle et particulièrement la question de l'IVG, parce qu'il y a vraiment des endroits où c'est encore le parcours de la combattante pour les femmes. Voilà, donc ça je crois qu'il a pu l'entendre et il s'est engagé à nous organiser un rendez-vous avec l'ARS pour pouvoir mieux en parler, mieux identifier aussi, parce qu'il y a à la fois les questions d'éloignement de centres en milieu rural, et puis la difficulté d'accès à un centre IVG ou à des professionnels qui ont conventionné. Aujourd'hui, elle n'est pas très visible, mais il y avait des sages-femmes qui évoquaient les difficultés de conventionnement justement avec les hôpitaux. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est plus compliqué pour les sages-femmes de conventionner que pour les médecins. Moi, je pense que j'ai une partie de la réponse, c'est-à-dire que c'est leur chasse gardée, bien qu'ils ne veuillent pas aller chasser dessus, quoi. Parce que, par exemple, là, non, mais c'est ça. Je retrouve Philippe et Véronique. Direction Bordeaux, où l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine organise une journée dédiée à l'IVG. Ça tombe bien. Nos militants viennent échanger pour lever les réticences du corps médical face au dernier allongement des délais. Mais nos caméras ne sont pas autorisées à filmer les discussions. L'avortement reste toujours, en 2024, un sujet sensible pour les autorités de santé et le personnel médical. Pour Philippe et Véronique, l'IVG n'est pourtant pas un soin optionnel.
dépendant de chacun. C'est un acte inscrit dans la loi, une mission de santé publique. On ne fait pas médecin pour faire que des choses qu'on aime. Il y a des choses qui sont plus ou moins agréables. Et que si on veut faire que des choses qu'on aime, ben on va dans le service privé. Et puis comme ça, on choisit les patientes qu'on veut soigner, on les fait payer très cher, on soigne que les riches. Mais ça, c'est très bien, il y a le secteur privé pour ça. Mais quand on s'engage dans le service public, ben, il faut qu'on rende service à la population. Et là, il y a une loi qui a été votée, il faut aller jusqu'à 16 semaines. Il faut faire un geste qui, au départ, c'est vrai, n'est pas évident, qui ne vient pas spontanément à faire comme quelque chose d'agréable, entre guillemets, mais qui est nécessaire, qu'il faut savoir faire bien. Mais je pense que les soignants vont évoluer avec le temps, avec la pratique. Mais pour l'instant, il y a des réticences que j'entends très bien. On n'oblige personne à avorter, contrairement à ce que disent les anti-choix, hein, le planning, on est des avorteurs et des assassins, on l'a vu régulièrement sur nos carreaux. On n'oblige non plus aucun médecin à pratiquer les avortements. Par contre, l'exigence qu'on doit avoir en matière d'éthique, c'est de répondre à la demande des personnes en besoin d'avortement. Il y a une loi qui a été votée, il faut qu'elle s'applique pour tout le monde et qu'elle s'applique dans le service public de santé, parce que c'est un acte qui doit être effectivement sûr, gratuit et accessible à tout le monde sans discrimination. Ce que je comprends, c'est que l'IVG est un droit qui repose sur le choix. Pas toujours sur celui de la femme, mais souvent sur celui du professionnel de santé. Le corps médical, j'y ai été confronté. Il peut laisser des traces. À chaque fois, je dis ça s'est passé assez bien, puis après je dois raconter les détails, je me dis bon en fait il y a cette gynéco qui fait mon échographie et qui me dit oui en même temps vu comment il a été mis votre stérilet c'est normal hein. Et je dis bah oui mais enfin bon, comment je peux savoir comment il est mis mon stérilet vous l'avez fait vérifier récemment? Bah non, on m'a pas dit qu'il fallait que je fasse vérifier mon stérilet. Ah bah dans ce cas-là faut pas vous plaindre. Ok. Et moi je mets vraiment je ressors de là en me disant c'est ma faute, c'est parce que je suis pas allée faire vérifier mon stérilet tous les ans, c'est ma faute mais en même temps c'est pas ma faute. Je passe vraiment, en fait, à chaque fois qu'il y a une micro-pique de quelqu'un qui laisse sous-entendre que j'ai pas fait assez attention, que j'ai pas été assez raisonnable, que je me dis « Ah, c'est peut-être un peu ma faute, mais en même temps, je suis féministe. » Donc non, c'est pas ma faute, et puis même si c'était ma faute, j'ai le droit d'avorter, en fait. Et donc pendant tout ce temps-là, jusqu'au jour où je fais mon avortement médicamenteux chez moi, avec mon mari, je suis un peu en mode... bataille quoi, genre c'est un truc qu'il faut faire, on n'a pas le choix. Je prends le médicament à l'hôpital et 3 jours plus tard je prends le médicament chez moi, j'expulse l'embryon et après ça prend... Je me souviens que j'ai mal pendant longtemps quand même et qu'on m'avait dit vous verrez ce sera comme des grosses règles. Et moi qui ai des règles très abondantes et très douloureuses, je fais bah non, pas du tout. Ça n'a vraiment rien à voir en fait. C'est pire. Et en fait, bah voilà, pour toujours, c'est les toilettes dans lesquelles j'ai avorté quoi. Les femmes qui tombent enceintes sans le vouloir, c'est des mauvaises filles en fait, voilà, elles n'ont pas fait assez attention et donc on va essayer de les punir pour ça. On peut vraiment tomber sur des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de juger et d'apporter un regard moralisateur sur un truc qui les concerne pas du tout finalement. Et du coup c'est ça qui vient vraiment nous repousser dans nos retranchements et se dire en fait on n'a pas le droit d'en parler de ça parce que ça condense tout ce dont la société déteste que les femmes parlent finalement, le sexe, le corps... la maternité avortée, j'avais très peur de tomber sur des personnes horribles à l'hôpital. Et je pense aussi que j'avais peur, parce que c'est souvent le cas, d'être entourée de femmes enceintes en fait, quand j'étais à l'hôpital. Et donc la seule solution c'était d'être isolée de tout ça quoi. Mais du monde extérieur finalement, ce qui va faire un repli quoi.
Il a compris que quand une femme est décidée à avorter, de l'en empêcher, c'est infâme, c'est entraver sa liberté. C'est pourquoi bien mieux qu'un spécialiste, simplement avec sa petite valise, il aide les femmes à avorter quand partout elles sont rejetées. Souvent, les femmes se retrouvent quand même seules au milieu du corps médical. Il y a des gens très bienveillants dans le corps médical, mais ça ne peut pas reproduire la chaleur et la sororité qu'on avait su créer. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer ces lieux, je ne peux pas dire de fête, mais en tout cas de bien vivre ensemble ce moment qui va de toute façon laisser des traces, autant que ce soit des souvenirs joyeux. Et c'était très riche parce qu'on a appris non seulement à accompagner les femmes, mais on a appris des choses sur nous-mêmes. Ici, on voit que Madeleine se prépare à faire un toucher. Et elle a mis un doigtier. Et à l'époque, on avait appris, nous, à évaluer l'âge d'une grossesse au toucher. Aujourd'hui, les médecins font tous des échographies. On le faisait joyeusement, on n'avait pas peur, on n'était pas stressé, mais on avait quand même envie d'expliquer aux femmes qu'on avortait pourquoi on faisait ça et dans quelles conditions on le faisait, de les embarquer dans notre aventure collective. C'était presque de la toute-puissance. Oui, on avait l'impression qu'on pouvait refaire le monde. On changeait le monde en faisant ça. Et on changeait le monde parce qu'on changeait maintenant. Et pas après quelques révolutions, après quelques grèves. Non, on était maintenant en train de changer le rapport qu'il y avait au pouvoir médical et par rapport au choix des femmes d'avoir ou pas des enfants. Ce qui fait le drame de l'avortement, c'est qu'on n'en parle pas. Pas comme ces femmes du Mlac. Et pas comme Fanny, qui s'est fait un devoir de transmettre ces histoires de femmes. Je suis d'une famille de femmes, donc j'ai été élevée seule par ma maman. Et ma grand-mère, c'était une fratrie de 7, dont 6 filles. Et donc j'ai été bercée dans leurs histoires de bonnes femmes et leurs histoires d'avortement, en fait, très petites. Il y a eu des faiseuses d'anges, elles ont quasiment toutes eu des avortements illégaux, etc. Elles ont toutes, beaucoup ont failli mourir avec des choses très compliquées, parce qu'on est au Moyen-Âge, là aussi, quand on est contre l'avortement, on oublie ce que ça impliquait. Enfin, je veux dire que quand elles étaient pendues par les pieds à l'hôpital pour que le sang ne continue pas à couler, quand elles étaient trempées dans des bacs de glace pour figer le sang et les organes vitaux pour pouvoir survivre. Moi, quand elle me racontait ça, je disais wow. Quand on entend les témoignages des tantines, effectivement, on se dit il faut me dire que c'était mieux avant, c'est d'une absurdité sans nom. Puis c'est surtout sacrément égoïste, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut ne pas l'avoir vécu pour pouvoir se permettre de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a le confort du privilège. Moi, ça a été un avortement médical, hein, pas médicamenteux, enfin chirurgical. Comme dans beaucoup de cas, c'est quand même un peu une histoire, une fois de plus, de bonne femme. Et donc, le compagnon de l'époque ne m'a pas accompagnée, n'a pas été là, ni rien. Enfin bon, c'est ma mère qui a été présente, par contre. Parce que moi, j'ai pu en parler, parce qu'encore une fois, c'est vraiment quelque chose on en parlait beaucoup, tout le temps. Je sais que tu m'en as parlé très tôt. Et d'une certaine manière, du coup, ça a fait que pour moi, c'était un peu un non-sujet. C'est-à-dire que, bah voilà, ça faisait partie de ton histoire. Et du coup, je me suis jamais posé la question de... S'il y avait une question de honte ou de tabou autour de ça, et je l'ai découvert plus avec le rapport avec les autres. Il y a une polarisation entre les jeunes qui peuvent être très militants, très féministes, très engagés sur les sujets de consentement, d'égalité, tout ça. Et de l'autre côté,
un retour à la tradition, pas nécessairement que dans les milieux religieux, mais aussi dans des valeurs, un désir, une espèce de nostalgie pour un temps où les codes, les rôles étaient plus strictement établis en fait. On a l'impression qu'en France c'est ok, qu'il n'y a plus rien à faire, mais d'un côté les centres de planification ils ferment, on donne plus d'argent au planning familial, donc en fait on dit oui, vous pouvez avorter, mais démerdez-vous bien en fait pour pouvoir avorter. On vous garantit pas du tout que ce sera avec des personnes qui ont envie de soutenir ce droit et de vous accompagner humainement. On vous garantit pas que vous devrez pas payer 2000 balles pour aller avorter dans un autre pays. On vous dit juste, faites donc. Nous on s'en lave un peu les mains. Et par ailleurs, il y a des lobbies qui se cachent de moins en moins, qui veulent nous mettre dans la tête des jeunes surtout que l'avortement c'est la pire chose, que c'est tuer quelqu'un. Les anti-IVG ne se cachent plus. Et malheureusement, leurs manifestations assumées ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Choisir la vie n'est pas un. Si le tabou et le jugement sont des obstacles invisibles, le dernier rapport de la Fondation des femmes, lui, rend compte de menaces bien concrètes dirigées contre l'IVG. J'ai donné rendez-vous à Nils Data dans leurs locaux. Ce spécialiste des mouvements anti-IVG étudie de près ces lobbies et leur force de frappe en Europe. On a fait une analyse de l'argent qui était derrière ces mouvements anti-genre qui militent contre le droit à l'IVG, droit des femmes, droit des minorités sexuelles. Et ce qu'on a trouvé sur une période c'est allant de 2009 à 2018, c'est qu'il y avait en Europe au moins 700 millions de dollars qui allaient vers ce mouvement. Et quand on regarde de plus près ce que veut dire ces 700 millions, on constate qu'au début, en 2009, on parlait de 20 millions par an. À la fin de la décennie, en 2018, on parle de 80 millions par an. En 2022, aux alentours de 150 millions de dollars par an. Donc on aurait même presque doublé juste par rapport à 2018. Ensuite, d'où vient l'argent ? Une source vient des États-Unis, de la droite chrétienne américaine, un montant important, à peu près 80 millions, et vers une dizaine d'organisations présentes ici en Europe. La deuxième source est l'argent russe. L'argent russe sert à soutenir des partis d'extrême droite qui servent à diviser l'opinion publique européenne en faveur de positions pro-russes. Et puis ensuite, il y a l'argent européen. On trouve des PDG de sociétés ou des sociétés même qui soutiennent ces idées parce qu'elles souhaitent elles partagent une vision hyper-capitaliste, laxiste du fonctionnement de l'économie. Il y a d'autres catégories d'acteurs qui représentent l'Europe d'il y a 100 ans. Donc on retrouve l'ancienne aristocratie dans certains pays et certaines familles qui sont restées très riches, qui avaient des rôles assez influents dans notre passé fasciste qu'a connu beaucoup de pays européens. Quand on voit dans les pays où arrivent des populistes, où arrive l'extrême droite au pouvoir, la première chose à laquelle ils s'attaquent, c'est les droits des femmes. Décider du nombre d'enfants qu'elles doivent avoir. Enfin, je veux dire, on voit bien la politique de l'enfant unique en Chine, et puis maintenant on les encourage à en avoir plusieurs. Je veux dire, en Europe, on entend quand même aussi maintenant la petite musique sur les politiques natalistes. Pour eux, le projet, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, la sexualité, elle doit être procréative, voilà. Et puis, le couple, c'est un homme et une femme. Hein, c'est ce qui est maintenant dans la Constitution en Hongrie, par exemple. Et leur projet, c'est aussi d'obtenir, au niveau juridique, un statut pour l'embryon et le fœtus. Voilà, de faire reconnaître ça comme une personne humaine, et cette personne humaine qui primerait sur la vie des femmes. Enfin, la vie des femmes a l'air de compter si peu pour eux, quoi. Simone de Beauvoir l'a dit, Gisèle Halimi l'a dit. Elles l'ont tout dit, les droits des femmes régressent dès qu'on ne les défend pas. Mais moi, c'est encore autre chose en plus que je voulais dire, c'est qu'il faut se battre pour les conquérir.
Moi, j'aimerais qu'on croie en l'intelligence des femmes. Aucune femme ne le fait par plaisir, quoi. Personne va se dire « Ouais, je me ferais bien un petit avortement aujourd'hui ». Enfin, je veux dire, si on le fait, c'est qu'on doit le faire. J'y repense de temps en temps en me disant tiens, peut-être que cet enfant, il aurait tel âge aujourd'hui, mais oh, mon Dieu, heureusement que j'ai fait ce choix-là. J'ai pris la bonne décision. Si c'était l'homme qui portait en fait cette décision, cet enfant dans le corps, je pense qu'en fait les choses seraient complètement différentes. Et j'aimerais bien les voir à notre place parce qu'en fait c'est pas un choix qui est facile à la base. On voudrait qu'on fasse plus d'enfants mais dans des conditions déplorables. On est dans un moment un peu charnière et je pense que c'est bien qu'on monte au créneau aussi vite. Aujourd'hui, plus que jamais, les conditions sont réunies pour laisser une tribune à ceux qui ne cessent de vouloir remettre en cause nos droits. J'ai avorté et je témoigne pour honorer la lutte de nos grands-mères, soutenir celle de nos sœurs et aguerrir celle de nos filles.